Louis. Il n'y a pas longtemps, je suis passée devant une terrasse à Paris, et sur cette terrasse, il y avait 2 femmes qui s'embrassaient. Il devait être 19h, et si je me fie à leurs vêtements, elles avaient l'air de sortir du boulot. Elles s'embrassaient dans une brasserie banale, dans un quartier banal, et ça m'a serré le cœur de me dire que la plupart du temps, cette banalité, elle n'existe pas. Que ce genre de scène, on le voit rarement, parce que souvent, l'homosexualité est d'abord cachée. Et puis si on choisit de la révéler, alors ça a un nom, faire son coming out. Parce que par défaut, socialement, on est supposé hétérosexuel. Le truc, c'est qu'à la machine à café, quand on vient d'arriver dans la boîte, il y a toujours Julie, la nana du 3e étage, qui demande si on a un mec pour faire la conversation et que si on dit rien, alors on sera potentiellement accusé ensuite de mensonge par omission. Et si on dit que c'est pas un mec, alors ça n'est plus un simple bavardage. C'est Julie qui va dire à Michel, qui va dire à Nicolas que la nouvelle, tu savais qu'elle était lesbienne ? En fait, seule une personne sur 2 choisirait de faire son coming out au travail. De peur notamment que ce soit un frein à leur carrière. Dans cet épisode, Judith Chetrite s'est interrogée sur ce choix, de le dire ou pas. Pour ça, elle a échangé avec Lisa Willer, la quarantaine. Elle travaille dans la communication à Bordeaux, et au début, elle n'a pas osé dire que son époux était une épouse. Judith a aussi interrogé Thomas Delano, qui lui a choisi de rejoindre le réseau LGBT+, de son cabinet de conseil. Et puis elle s'est entretenue avec Émilie Morand, une sociologue qui travaille sur l'identité homosexuelle dans la sphère professionnelle. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « coming out » ? C'est assez méconnu et je trouve même assez ironique. Ça renvoie au bal des débutantes, ces soirées mondaines qui marquent l'entrée, le coming out de jeunes filles de bonne famille dans la société bourgeoise. Pour les homosexuels américains du début des années 60, c'est une manière de signaler leur introduction au monde gay. Puis, l'historien américain George Chauncey raconte que l'usage du mot coming out s'est généralisé dans les années 90 et qu'il en est venu à désigner tout autre chose. Une sortie du placard, un secret révélé. C'est se présenter comme homosexuel à ceux qui nous entourent, avec, dans l'ordre ou non, les amis, la famille, les connaissances même passagères ou les collègues. Je pense que c'est toujours un instant de vérité. Enfin, qu'on le fasse à sa famille, à des amis, à des collègues de bureau, c'est un moment où on se met dans une situation un petit peu de vulnérabilité et de faiblesse parce qu'on dévoile quelque chose qui n'est pas dans la norme, qui peut être surprenant pour les gens et sur lesquels, par ailleurs, certaines personnes ont des opinions tellement tranchées qu'effectivement, il y a quand même une certaine notion de mise en danger. Et en fait, c'est un instant de vérité à la fois pour soi, mais aussi pour la relation qu'on va avoir à l'autre personne. Pour moi, c'est un moment assez fondateur de ce qui suit après. La personne que vous venez d'entendre, c'est Thomas Delano. Quand il a commencé sa carrière à 23 ans dans un prestigieux cabinet de conseil, cet instant de vérité dont il parle s'est présenté au travail bien plus tôt qu'il ne le pensait. Moi, j'ai rejoint mon entreprise actuelle lors de mon stage de fin d'études. Donc, j'avais déjà eu quelques expériences professionnelles auparavant, qui étaient des stages en fait assez courts, où effectivement j'étais très jeune et je me disais je peux absolument séparer la vie perso de la vie pro. Et je m'étais déjà rendu compte, même si c'était court, qu'en fait c'était pas évident parce qu'il y a toujours une certaine curiosité des gens où on se rend compte que c'est pas facile de clairement délimiter les deux. Et donc, vu que c'était mon stage de fin d'études et que c'était autant un essai pour moi que pour l'entreprise en face, je m'étais dit, là, j'ai pas envie de le cacher. Parce que si j'ai vraiment envie de rester longtemps dans ce cabinet, j'ai besoin de pouvoir être moi-même aussi. Et de manière assez drôle, en fait, l'occasion s'est présentée le premier jour, puisque je travaillais assez tard avec ma manager à l'époque, qui à la fin m'a dit écoute, tu peux rentrer chez toi, retrouver ta copine. Et je lui ai dit en fait non, j'ai pas de copine parce que je voulais juste pas admettre par omission que j'avais quelqu'un, ni qu'elle du coup elle comprenne que j'ai une copine et que d'ici à une semaine ça allait devenir compliqué parce que tout le monde ferait l'hypothèse que j'avais une copine même si c'était pas le cas.
Et ce qui était assez drôle, c'est que ça lui a pas traversé l'esprit que ça pouvait être un garçon. Et donc, elle m'a dit, tu sais, c'est pas en restant avec moi ici jusqu'à 23h que tu vas te trouver une copine. Et donc, j'ai dû lui dire, non, en fait, je pense qu'on s'est pas compris. J'ai pas une copine, j'ai un copain. Ce que Thomas me raconte, c'est qu'avant d'y postuler en 2012, il avait fait des recherches pour anticiper comment son employeur pouvait réagir à son futur coming out. Et quand il l'a dit ce soir-là, ça s'est très bien passé. Et donc là, effectivement, mon manager m'a dit, oui, du coup, tu devrais aller parler à un tel qui est aussi dans le réseau LGBT+, de l'entreprise. Et ça serait très bien que vous rencontriez. Il se trouve que je connaissais déjà le réseau, puisque je m'étais renseigné effectivement avant de rejoindre l'entreprise. Et le fait qu'il y ait un tel réseau, ça me semblait être très positif, puisque ça marquait qu'a priori, il n'y avait pas de sujet dans la culture d'entreprise autour de la problématique LGBT. Même si elle est sommaire, cette évaluation de l'espace de travail fait souvent partie des facteurs qui vont faire que l'on se décide ou non à faire son coming out. Lisa Willer, elle, n'avait pas autant d'informations sur son employeur, une des premières fois que l'opportunité s'est présentée. Surtout que c'était pendant son entretien d'embauche. Moi, j'ai fait mon coming out à 30 ans, donc quand on fait son coming out à 30 ans, évidemment, on est dans une phase de vie qui n'est pas la même que quand on a 15, 16 ou 17 ans, et notamment dans sa vie professionnelle, en fait. Alors en plus, ce qui est un peu particulier dans mon cas, c'est que le moment où j'ai fait mon coming out, alors d'abord dans ma vie personnelle, c'est un moment où j'ai changé de travail. Donc je dois recommencer à zéro, c'est-à-dire me présenter auprès de nouveaux collègues et surtout passer un entretien au cours duquel on me pose des questions un peu personnelles que chacun a déjà expérimenté, à savoir quelle est votre situation familiale ou maritale. Ça, c'est des questions un peu classiques. Et la question suivante, pour une jeune femme, jeune trentenaire, c'est est-ce que vous allez avoir des enfants ? Qui est une question illégale, mais que toutes les femmes ont, en tout cas beaucoup de femmes ont en entretien. Et à ce moment-là, en fait, comme je ne sais pas qui sont les gens que j'ai en face de moi, je prends le parti de ne pas tout dire. C'est-à-dire, je dis que je suis mariée. Je ne dis pas mon mari, etc. Mais les recruteurs, enfin en tout cas les deux patrons de l'agence concernés me demandent ce que fait mon mari parce qu'ils pensent pas que ça peut être une femme en fait. Et donc au lieu de les corriger, comme je suis pas très à l'aise à ce moment-là, je leur dis, je m'entends répondre avocat. En fait, sa femme est avocate. Le timing joue beaucoup lorsqu'on fait son coming out, parce qu'avant de se dévoiler, on a envie de prendre le temps d'en savoir plus sur son environnement. C'est ce que m'a expliqué Émilie Morand. Elle est sociologue et a écrit une thèse à l'Université Paris-Descartes sur la gestion de l'identité homosexuelle dans la sphère professionnelle. On a envie de connaître un peu mieux ses collègues et de connaître un peu mieux son environnement de travail avant de se positionner, avant de parler de soi. Et en même temps, la question, elle peut venir assez rapidement. Donc on va prendre une décision, en fait, souvent dès son arrivée dans le milieu de travail, parce que les questions fusent sur et toi, t'es marié, t'as des enfants, tu vis avec quelqu'un. Donc il y a ce premier élément, et c'est vrai que c'est compliqué après de revenir sur ce premier élément de réponse qu'on va apporter. Ou alors, tout simplement, on n'a pas eu l'occasion de parler de sa vie privée pendant un certain temps, parce que c'est pas venu, parce qu'on n'en a pas eu l'occasion. Et comme il y a toujours cette présomption d'hétérosexualité, on a l'impression que on connaît son collègue, parce qu'on lui a attribué une hétérosexualité par défaut. Et tout d'un coup, quand l'occasion vient de dire « mais en fait, moi, je suis avec un mec », les collègues vont penser qu'il y a eu un mensonge ou qu'il y a eu... on est accusé d'avoir menti parce que tout simplement, on l'a pas dit. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent, cette question. Comment est-ce qu'on gère, du coup, cette temporalité, le fait d'être accusé de mensonge simplement parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion de parler de qui on était ou qui on aimait ou quel était son modèle de vie privée. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et si Lisa a évité de dire qu'elle était mariée à une femme pendant son entretien d'embauche, elle le dit finalement rapidement à ses collègues par la suite. L'entretien se passe, j'obtiens le job et très très vite, en fait, je leur dis mais en fait, mon mari est une femme. Et après, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que toute l'agence est au courant et il n'y a plus de sujet. Mais au cours de l'entretien, je me suis pas sentie assez à l'aise et c'est vrai que je le regrette après. Parce que ça me correspond pas, mais c'est vrai que l'entretien, quand vous cherchez un job, vous vous dites mais je sais pas qui j'ai en face de moi en fait. Donc si on ne sait pas, il y a un risque. Le risque d'être discriminé à cause de son orientation sexuelle.
Au bureau, pour vivre gai, vivons cachés. C'était le titre d'un article de Libération publié en novembre 1999, l'année d'adoption du pacte. La journaliste rappelle qu'à l'époque, aucune enquête ne ciblait l'étendue des discriminations. Les prud'hommes jugeaient peu d'affaires et les plaintes remontaient très rarement auprès de l'inspection du travail. C'est seulement depuis 2001 que l'orientation sexuelle fait partie des motifs de discrimination dans le cadre professionnel. Mais si aujourd'hui elles sont illégales, ces discriminations, elles persistent. Selon un sondage réalisé par l'association L'Autre Cercle, un quart des répondants sont encore victimes ou témoins de comportements homophobes en entreprise. Ces craintes, Émilie Morand les a aussi perçues. Pendant plusieurs années, elle a interrogé des agents de l'éducation nationale, de la police et des professionnels du médico-social. Bien sûr, il y a la peur des discriminations, mais je pense, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais dans les personnes que j'ai rencontrées, il y a quand même une tendance à minimiser les discriminations dont ils peuvent être et elles peuvent être victimes. Certaines personnes commençaient l'interview en me disant qu'elles n'avaient jamais rencontré de problème dans leur univers de travail. Et puis, en déroulant, tout d'un coup, j'apprends au détour d'une question que lorsque cette personne est arrivée dans son milieu de travail, il y a une pétition qui a tourné parce qu'il était gay et qu'on considérait qu'il n'allait pas bien s'occuper des patients, par exemple. Je me souviens par exemple d'un type qui voulait devenir préfet à un moment donné, qui était ouvertement gay, et son supérieur lui a dit « Mais pour être préfet, il faut avoir une excellente épouse ». Voilà, donc je veux dire, le message est extrêmement clair quand même. Il y a un devoir de représentation que tu pourras pas faire. Voilà, c'était ça le message. C'est pour lutter contre ce type de discrimination que l'association L'Autre Cercle a mis en place une charte qui est aujourd'hui signée par 140 employeurs publics et privés. Signer une telle charte ouvre la voie à des formations, des guides auprès des salariés ou encore la garantie de bénéficier de mêmes avantages sociaux en cas de parentalité. Par contre, la porte-parole Catherine Tripon m'a expliqué que le terme de coming out ne fait délibérément pas partie de la charte, parce que le sujet, ce n'est pas d'inciter ses salariés à le faire, mais de leur fournir un environnement où, s'ils souhaitent le dire, cela soit facile. Aujourd'hui, le coming out au travail semble tout sauf simple, avec énormément de paramètres à prendre en compte. Une femme assez haut placée dans la hiérarchie policière aussi, qui me disait que on lui avait fait énormément confiance jusqu'à présent. Elle ne s'était pas dévoilée si elle le faisait maintenant. Alors en fait, il y a aussi cette idée d'être pris entre deux injonctions. Comme on a un pouvoir, en fait, de par la position hiérarchique qu'on occupe, on a envie de dire qu'on est lesbienne parce qu'on se dit que ça va bénéficier à beaucoup de personnes dans la plus bas dans la hiérarchie et que ça va donner confiance. Et puis en même temps, on se dit, mais si on le fait, toute la confiance qu'on m'a accordée jusqu'à présent, est-ce que je vais toujours en bénéficier ou au contraire, est-ce que ça va être la descente de carrière, quoi. Enfin, qu'on va, tout d'un coup, ça va être l'enfer. Et il y a aussi le cas d'une conseillère d'éducation qui essayait dans son... Alors elle, en plus, elle était maghrébine. Pourquoi je dis en plus ? C'est parce que du coup, elle était face à plein de stéréotypes contradictoires. C'est-à-dire que comme elle était maghrébine, on la voyait comme ayant plein d'enfants. Et donc elle disait, mais moi, on se doute même pas que je peux être lesbienne ou pas. Et finalement, elle bénéficiait de cette invisibilité qui était liée à un autre stéréotype dont elle était l'objet, en proposant énormément de modules sur... Alors, il y avait tous les modules de sensibilisation au racisme et aussi des modules de sensibilisation à l'homophobie. Et elle expliquait clairement qu'on la laissait faire parce que, justement, on ne savait pas qu'elle était lesbienne et qu'elle avait la crainte, si on apprenait qu'elle était lesbienne, que ça ne soit plus du tout vu comme faisant partie en fait de ses compétences professionnelles, mais comme du prosélytisme ou du communautarisme auprès des élèves. Et c'est vrai que dans le milieu de l'éducation, il y a aussi cette crainte vis-à-vis plus des parents que des élèves finalement. Mais éluder, mentir par omission, mentir en s'inventant une autre histoire amoureuse, ça peut devenir fatigant. Quand on passe beaucoup de temps avec ses collègues dans l'exercice de sa fonction. Je pense notamment aux 8 heures de patrouille dans la police ou quand on est au guichet. Enfin voilà, il y a plein de moments où on est vraiment toujours avec ses collègues. Et très souvent, là, les questions sur la vie privée, elles fusent. Et faire du passing 24 heures sur 24 à ce moment-là, ça doit être assez épuisant. En sociologie, le passing, c'est une stratégie pour cacher une appartenance à un groupe social.
Selon le défenseur des droits, ces efforts coûteux pour taire son homosexualité peuvent aider à comprendre pourquoi les salariés LGBTQI changent souvent d'emploi. Une étude de 2009 montre que leur ancienneté dans l'entreprise est en moyenne 2 fois moins élevée que pour des personnes hétérosexuelles. Et lorsque des personnes choisissent de faire leur coming out, ça demande aussi des efforts coûteux. Elles ne peuvent pas se contenter de le faire seulement une fois et ensuite on n'en parle plus. L'idée d'un seul coming out dans le monde du travail, ça n'a pas de sens, parce qu'évidemment, c'est pas, il y a plein d'interlocuteurs, plein de situations, et très souvent, les problèmes, en fait, c'est une charge mentale qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que vous disiez, on le dit à quelques personnes, mais on le dit pas à tout le monde. Oui, sauf que qu'est-ce qu'on fait quand à table on se retrouve avec les 3 personnes qui sont au courant et les 4 personnes qui le savent pas, et que tout d'un coup il y a une question sur sa vie privée qui vient d'un de ses collègues. Comment est-ce qu'on gère cette situation ? Une fois qu'on a fait son coming out, on peut se retrouver face à des comportements, des attitudes qui nous transforment en porte-parole, en militants, nécessairement pédagogues. C'est ce qu'a vécu Lisa. Il faut dire que le débat autour du mariage pour tous, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler dans la société, et donc par définition dans l'entreprise où j'étais à ce moment-là, dans l'agence où j'étais pas la seule, parce qu'il y avait des garçons homosexuels dans cette entreprise, et puis des salariés hétéros qui étaient choqués par les manifestations de la Manif pour tous. Donc il y avait beaucoup de discussions autour de ça. Vos collègues, ils attendent de vous que vous disiez ce que vous en pensez, ou ils vous interrogent là-dessus. « Ah, t'as vu Brigitte Bardot, t'as vu ceci, t'as vu telle manif, est-ce que tu as été à la manif ?» Un autre moment où Lisa a été assaillie de questions par ses collègues, c'est lorsqu'elle a voulu avoir un enfant. Le vrai marqueur qui a changé un peu ma manière peut-être d'être et de communiquer, c'est notre projet de devenir parent. Parce que ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que quand les gens avec qui vous êtes en train de discuter comprennent que vous êtes en couple avec une femme ou que vous êtes marié, ou que vous arrivez sur un sujet comme celui-là, la question d'après, c'est... si vous n'avez pas encore des enfants, la question qui vient, c'est est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est toi qui vas les porter ? Comment vous allez faire ? Au début, cette curiosité me dérangeait énormément parce que j'avais le sentiment qu'on ne poserait jamais des questions aussi intrusives à des couples hétérosexuels. Et d'ailleurs, quand j'en discute avec des amis hétérosexuels, ils sont d'accord avec moi. Moi, je voulais pas rentrer dans cette discussion-là. Surtout qu'en plus, en l'occurrence, ça a pris un temps assez important parce que il y a eu plusieurs essais d'insémination infructueuse avant que ça fonctionne, avec les hauts et les bas moralement, de se dire ça marche pas, etc., que vous allez pas partager parce que c'est un truc privé et que vous allez pas partager ça avec vos collègues ou avec vos patrons, en l'occurrence. J'ai fait ce choix de garder ça privé jusqu'à ce que ça fonctionne, aussi pour me préserver quelque part. Hein. Lisa a décidé d'être moins transparente avec ses collègues sur sa vie personnelle. Pour Émilie Morand, c'est aussi un moyen de se protéger de toutes ces projections des uns et des autres sur sa vie intime. C'est vrai que le coming out est très vite vu comme un acte politique ou un acte militant, qu'il soit plutôt vu, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs dans la réception qui en est faite. Alors ça peut être reproché, c'est ok, t'es comme tu es, mais ici pas de politique ou ici pas de communautarisme. Alors ça c'est un truc qui revient très très souvent. Hein. Si on est gay et qu'on le dit, ou si on est lesbienne et qu'on le dit, c'est qu'on est communautaire. Alors des fois, ça se transforme un peu en réaction très surjouée, très enjouée de la part des collègues qui sont très fiers en fait d'avoir un collègue ou une collègue gay ou lesbienne. Et parfois, c'est évidemment plus agressif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour. Voilà, on est représentant d'une catégorie. Donc, à ce titre-là, on va très souvent être questionné quand il s'agit d'homosexualité de manière générale. Il y a aussi plein d'injonctions contradictoires. Donc, il y a à la fois dit asexualité, mais il y a aussi sois pas trop visible, hein, parce que c'est trop politique, trop militant, machin. Il y a aussi n'en parle pas trop parce que c'est plus privé que d'autres types de sexualité ou d'autres types de vie privée. J'ai certaines personnes qui me disent ça aussi. Moi, j'ai peur qu'on me dise, mais ça, c'est ta vie, c'est trop intime, en gros. Donc voilà, ça serait plus intime d'être gay ou lesbienne et de le dire que d'être hétéro. Et du coup, voilà, il y a plein d'injonctions contradictoires. Parfois, le fait d'être en couple ou d'être parent va aider à faire son coming out, parce qu'on va pouvoir le glisser dans une conversation totalement anodine.
Car pour beaucoup, se prêter à une annonce solennelle au travail n'a pas de sens, parce que les hétérosexuels ne font pas de coming out. On a tendance à essentialiser le coming out avec cette idée que donc il faut dire sa vérité et donc dire son homosexualité. Et pour certaines personnes, entrer dans ce scénario, en fait, c'est pas du tout entrer dans sa propre vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une manière de voir l'homosexualité et d'enfermer les gens dans cette identité qu'ils vont mettre en avant, qui est des fois très 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 éloignée de la manière dont la personne se vit. Et du coup, c'est très compliqué, ces histoires de vérité et de mensonges autour du coming out. C'est pas tant le fait de ne pas s'affirmer que de ne pas vouloir entrer dans le scénario qu'on nous impose. Et du coup, ça, c'est assez vrai pour les jeunes, notamment, qui en ont marre de ce scénario du coming out où il y a tout d'un coup ce moment de vérité où on dit qu'on est gay et puis c'est comme si c'était une libération. En fait, ils ont tellement envie de banaliser le fait qu'ils sont avec des fois ils se définissent pas d'ailleurs comme homo, comme gay, ils s'en foutent complètement. Ils ont pas spécialement envie d'entrer dans ça, et donc ce silence, c'est pas je m'assume pas, c'est juste je veux pas rentrer dans ce que vous m'imposez. Depuis son coming out auprès de sa manager le premier jour, Thomas Delano a trouvé un autre moyen de s'investir sur les questions LGBTQI au travail. Après un an de boîte, il a rejoint le réseau Pride du cabinet de conseil dans lequel il travaille toujours. Et maintenant, dès qu'il y a des embauches, l'entreprise présente le réseau aux nouvelles recrues. Le grand intérêt en fait d'avoir rejoint le réseau, ça a rendu le coming out aux autres collègues beaucoup plus simple en fait dans un sens. Donc dans le cabinet de conseil, à chaque fois qu'on a un nouveau projet, on change d'équipe. Donc avant de rejoindre le réseau, il y avait toujours ce moment où il fallait glisser dans une phrase que j'avais un copain pour le faire comprendre aux gens. En rejoignant le réseau et en fait en m'occupant du réseau à Paris, c'est devenu super simple, puisqu'en fait lors des présentations sur qu'est-ce que tu fais au BCG, je fais ça et ça, et par ailleurs je m'occupe aussi du réseau Pride, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et du coup, là, les gens comprennent très simplement. Mais du coup, vu que c'est présenté comme une activité professionnelle, c'est d'autant plus simple pour faire son coming out, et ça passe beaucoup plus naturellement. Le point du réseau, c'est s'assurer que tout le monde puisse se sentir à l'aise au travail. Et donc, qu'il n'y ait pas de remarques ou d'atmosphère négative qui obligerait certaines personnes à rester dans le placard. On n'est pas là non plus à l'inverse pour forcer tous les gens qui appartiennent à la communauté LGBT à faire leur coming out. C'est une question éminemment personnelle. On veut juste créer les conditions pour que les gens se sentent soutenus lorsqu'ils choisissent de le faire. Tous les 2 ans, le réseau que Thomas a contribué à développer publie un baromètre sur les perceptions et les attentes des personnes LGBTQI dans le monde professionnel. Et si 80% des sondés se disent prêts à faire leur coming out au travail, seule une personne sur 2 le fait réellement. Un tiers d'entre eux craint que cela ne soit un frein à leur carrière. Entre 2009 et 2013, 2 économistes ont voulu déterminer quel pouvait être le coût salarial à exprimer sa différence sur le marché du travail en France. Thierry Laurent et Ferhat Mihoubi se sont aperçus que les hommes homosexuels gagneraient en moyenne 5 à 6% de moins que les hommes hétérosexuels dans le public et dans le privé. Si l'on devait quantifier le coût du coming out en entreprise, il correspondrait selon eux à une moyenne de 1 200 € par an. Pour les femmes lesbiennes, la discrimination serait nulle par rapport à leurs collègues femmes hétéros. Car elles sont en moyenne plus diplômées, rarement à temps partiel, et valorisées par leurs employeurs qui leur associent des attributs masculins, plus agressifs, plus dynamiques. Leur rémunération ne souffre pas, mais il reste le poids des stéréotypes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui encore, parler de son homosexualité au travail est loin d'être une évidence. Vous venez d'écouter Travail en cours. Judith Chetrit a réalisé cet épisode sur le coming out au travail. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, le Book Club, Entre, Manger. À bientôt.